On repart donc. Emmanuel Barbara est avec nous. Salut Emmanuel. Bonsoir. Avocat, Auguste Debouzy. Donc le nouveau pacte au travail. Oui, j'ai mis ça en fait en termes génériques, mais question très ouverte. Comment est-ce que tu vois cette histoire de pacte de la vie au travail? Après, on va rentrer dans toutes les questions qui sont posées depuis le Covid et puis qui ont été posées à nouveau, renouvelées par la semaine de 4 jours, l'intelligence artificielle. Enfin bref, ça brasse dans tous les sens. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, à la une de cet agenda de nouveau pacte de la vie au travail que veut dessiner le président de la République? Oui, d'abord le mot pacte est un mot à la mode sous l'égide du président de la République, puisqu'on sort d'une loi pacte de 2019. Donc le terme de pacte est un mot extrêmement puissant dans sa représentation du monde qui change. Donc la notion de pacte veut dire quelque chose qui tient de l'échange de sang. Enfin, il y a quelque chose de plus fondamental à corps. Enfin, ça fait penser à pacte de Varsovie en intensité. C'est toujours intéressant de voir la force du terme. Au-delà de ça, justement, comme c'est un pacte dont on parle, c'est moins des règles techniques qu'une approche. Et pour être plus précise encore, je crois qu'on a désespérément besoin d'un récit sur le travail. D'un récit, c'est-à-dire travailler non seulement pour quoi faire, on voit à peu près, encore que c'est une vraie question qui donne lieu à pas mal de positions assez différentes, dans le fond, chez les travailleurs. Mais au-delà de ça, c'est comment finalement dans notre société, au XXIe siècle, on voit le travail. Si on posait la question au XXe siècle, qu'on n'a jamais posée comme ça, tant elle était évidente, c'était la forme hégémonique du contrat de travail à durée indéterminée vu comme éternel. Et on avait toutes les réponses aux questions. Le social, les protections sociales, le travail, toute la vie durant dans un univers stable, pérenne, prévisible, et canne à pêche et médaille du travail. Et cette image-là... C'est pas plus les années 70 même que les années 80. Oui, mais on est resté sur cette épure, c'est-à-dire que c'est plus fort que nous quand on parle de nos enfants. Enfin, c'est plus vrai à la seconde, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas, sur ces 10 dernières années, quand on pense au travail de nos enfants, on se dit, tu vas avoir un job, et sous-entendu, il va durer longtemps. Et on l'espère en tant que parents. C'est intéressant de voir que cette durée propre à la notion de l'emploi est quelque chose qui façonne notre psyché. Alors que job, en anglais, c'est beaucoup plus... un momentum, enfin, c'est une période. C'est un moment, alors qu'aujourd'hui, un début, une fin, on passe à autre chose. Et voilà. Tandis que chez nous, c'est puissant, c'est un emploi, et l'emploi synonyme de salariat, synonyme de CDI, c'est très puissant, c'est-à-dire que ça dure longtemps, c'est une promesse réciproque, et l'idée, c'est qu'on ne peut pas, sauf accident, on doit progresser. Or, aujourd'hui, c'est juste pas ça, en fait, la réalité. Non. C'est un émiettement et un éparpillement extraordinaire des situations individuelles, juridiquement aussi, en passant, puisqu'on a développé d'autres formes d'emploi que le contrat de travail, qui certes concernent toujours la majorité des personnes au travail, bien que depuis 10 ans, on a perdu 10 points quand même, mine de rien. 10 points de quoi? Tu avais en gros 82% des personnes titulaires d'un CDI en 2015. Et en 2023, j'ai regardé les dernières évaluations de l'INSEE, on est à 72,4, un truc comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est moins. Enfin, c'est toujours majoritaire. Remplacé par quoi? Par des CDD ou par des indépendants? Alors, beaucoup de CDD et beaucoup d'indépendants. Ce sont deux phénomènes surgissants qui, je crois, en 2017, ont atteint l'acmé. Je parle de CDD. En 2017, c'était vraiment... Oui, parce que là, Emmanuel, c'est très intéressant, hein, tout ça, mais le mouvement là, et on va en reparler, du fait de la guerre des talents, de la concurrence effrénée que se livrent les entreprises pour recruter, le CDI repart. Oui, il repart flash par rapport au CDD. Certes, mais comme une forme indéterminée, c'est-à-dire dont tu n'as pas à la clé nécessairement cette notion de stabilité forever. C'est-à-dire que pour une fois... C'est pas le même CDI que celui que nous, on a pu signer il y a 30 ans. Voilà, en d'autres termes, la rotation, pour parler de turnover en français, est beaucoup plus forte, avec des éléments très intéressants autour du caractère déceptif du CDI. Combien de fois, enfin on lit une littérature quotidienne littéralement sur ceux qui ont finalement refusé un CDI, ceux qui sont entrés dans un CDI mais finalement sortent au bout de 6 mois, ceux qui ne viennent pas, on a parlé de ghosting, on a parlé de 1000 figures, sans parler évidemment du cortège de souffrance au travail sur lequel je passe, mais qui atteste d'une littérature importante et surtout des phénomènes de santé mentale au travail plus ou moins défaillantes ou problématiques.
Et donc, comment est-ce possible d'être dans une telle situation, sachant que, comme tu le dis fort bien, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette conversation aujourd'hui, 2022 marque un moment où le taux de l'emploi et le taux d'activité n'a jamais été aussi haut depuis 1975. Donc tout va bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire « Ah mon Dieu, c'est à cause du chômage, alors les pauvres ». Non, pas du tout, on va très très bien. C'est tout le contraire d'ailleurs. Et même dans tout le contraire, on ne peut pas dire qu'on est dans un tapis de rose. Donc, ce sont des phénomènes à l'œuvre extrêmement intéressants et qui sont conditionnés par 1000 sujets, par 1000 situations. Emmanuel, c'est un truc... Enfin bon, bref, à la limite, ça sort de notre sujet, c'est pas un truc d'avocat, c'est pas un truc de journaliste, mais... c'est même quasi biblique. Le travail est une sanction. C'est-à-dire, cette idée qu'on soit dans un lit de rose... Mais non, mais... Oui, effectivement, le travail, c'est du travail. Et donc, cette idée-là, maintenant, qu'on devrait être dans un lit de rose dans l'entreprise, qu'on devrait être dans un lit de rose au travail, que les patrons doivent se faire aimer, etc. On est bien d'accord. Sans doute, j'ai une logique de boomer, mais je ne comprends pas comment on va faire avancer la productivité et l'économie avec cette logique-là. Je suis tout autant boomer que toi et je ne crois pas en effet à la liturgie du bonheur au travail parce que ça n'est pas le bien-être au travail. Le travail, c'est quelque chose qui résiste et dans lequel on se réalise lorsqu'on le surmonte. Donc l'effort est consubstantiel au travail. Et je pense qu'il y a une confusion, si je puis dire, à vouloir limer tout ce qui serait vu comme l'effort. Enfin, on fait une confusion mentale entre l'effort impliqué par le travail et ce qui justifie justement que je le surmonte et que je me réalise par-delà les relations sociales, etc. Mais je me réalise intellectuellement et professionnellement. Quand je dis intellectuellement, c'est y compris lorsqu'on fait une activité manuelle, puisqu'on a aussi un cerveau. Bien sûr. Donc, on se réalise par la difficulté qu'on surmonte. Donc ça, je pense qu'il faut la maintenir, et c'est ce qui rend d'ailleurs le travail intéressant. Donc, cette liturgie du bonheur au travail est un faux semblant, un dérivatif, etc. Et d'ailleurs, personne n'est dupe, personne ne va accepter un boulot parce qu'il y a un baby-foot ou je ne sais quelle autre facétie dans l'entreprise. Non, ce qui est intéressant, c'est dans la définition du travail de manière générique, parce que c'est un sujet philosophique, religieux, littéralement. Enfin, c'est un sujet très, très, très puissant. Mais ce qui est intéressant dans cette approche contemporaine dont on dit que le rapport au travail des Français aurait changé, c'est que le travail se présente éventuellement, à certains d'entre nous, justement à notre main, c'est là la vraie différence, comme avec une forme instrumentale. C'est-à-dire que c'est pour réaliser quelque chose. Soit moi-même, soit réussir dans la vie à l'ancienne, ce qu'on a connu, toi et moi, soit plus prosaïquement, ou plutôt plus volontairement, dans une approche de réaliser quelque chose, une utilité, un impact sur la société. Et ce qui implique un certain nombre d'attitudes qu'on a pu voir dans les grandes écoles, etc., où ces jeunes gens expliquent qu'il n'est pas question de rejoindre telle ou telle entreprise, ou à l'inverse, il faut y entrer pour y mener une forme de refonte substantielle de ce que cette entreprise devrait accomplir. Donc c'est adossé véritablement à une idée d'en faire quelque chose. Ou aussi travailler pour avoir suffisamment de sous pour faire le tour du monde. Oui, mais en faire quelque chose, alors c'est super intéressant. Il se trouve que j'ai eu la chance de discuter et avec le patron de Polytechnique et avec, très récemment, avec Mathias Vichra, le patron de Sciences Po. Les deux disent exactement la même chose, avec des publics qui sont différents de cette génération Z. Deux disent exactement ça, faire quelque chose. C'est-à-dire, mesdames, messieurs, DRH, chefs d'entreprise, mais vous le savez, il faut leur donner quelque chose à faire, c'est-à-dire une mission, quelque chose à réaliser, de l'action. Quelque chose qui va changer, pas forcément changer le monde, oui, pour certains gens, mais changer le cours de l'entreprise. Voilà, il y a un produit, c'est moi qui vais m'occuper de ce lancement, avec mon équipe, on va le prendre A, on va l'amener jusqu'à Z, on va être comptable des résultats, c'est ça qu'on va faire, et ensuite on aura une nouvelle mission. Ça revient un peu ça, c'est très intéressant. À ce que disait Philippe Diribarne, c'est-à-dire que nous, le travail en France est vu comme une mission de l'honneur. Ça tourne autour du code de l'honneur, c'est-à-dire qu'on est fier de son travail chez les ouvriers, et c'est ce qu'on a perdu un temps. Exactement. Et peut-être que c'est une manière de réappropriation de ce pourquoi je m'engage. C'est le fameux engagement professionnel et non pas personnel. Mais attends, Emmanuel, pour revenir à nos débuts, parce qu'on est là quand même pour... Tout ça est passionnant, mais simplement, c'est pas le président de la République, c'est pas le Conseil national de la refondation, c'est pas des instances politiques diverses et variées, malgré tout le respect qu'on a pour elles, qui vont pouvoir résoudre cette question que tu poses. Exactement. Sur la perte de sens de la vie au travail. Et voilà le vrai sujet auquel on se trouve confronté. On voit bien qu'il y aurait matière à redonner du peps, dans le fond, pour que tout le monde y aille
quoi qu'il fasse, avec un contentement, avec une appréciation fine de ce à quoi il sert, et réciproquement que l'employeur ait conscience que l'employeur ou tous les donneurs d'or de la planète attendent de cet échange professionnel. Et on s'aperçoit que dans le fond, ça relève moins de la loi qui dira le travail doit être intéressant et le contenu du travail doit être examiné à l'aune de ce que vous êtes, etc., et de l'ambition. Donc le droit du travail ou le droit autour du travail examine le contexte. Bien sûr. Donc, et le problème, c'est que ça revient finalement, c'est ça mon inquiétude, à reproduire ce qu'on a déjà écrit une fois, 2 fois, 10 fois, les conditions de travail, le partage de la valeur, c'est quand même... Oui, et on va revenir sur la pénibilité, les critères de pénibilité qui reviennent, et tous ces sujets-là. Donc, qu'est-ce qui sont pour toi des mauvaises réponses, en fait, à cette question que tu viens de poser? Formidables, mais on dit plus de la même chose qu'on a déjà fait, et que déjà, le dialogue social, je rappelle, est à la manœuvre et doit s'emparer de ces sujets. Donc, que fait le dialogue social, en quelque sorte? Est-ce qu'on a besoin de lois Le dialogue social, il est arrivé, mais on va en parler, il est arrivé une petite forme d'impasse, je pense. Mais vas-y, on verra, mais en tout état de cause, on a mis les moyens. Et la question de savoir, c'est dans ce monde qui est aujourd'hui si comment dirais-je, éparpillé dans sa diversité, qui donc ne se retrouve pas dans son homogénéité, qu'est-ce qu'une loi peut apporter à cette situation de fait qui n'est pas celle du XXe siècle et pas celle du début du XXIe? On est déjà dans une autre phase, tant les phases se succèdent tout à fait. rapidement. Je crois que le temps est probablement venu d'examiner le droit qui s'applique au travail, je fais exprès de prendre une périphrase, dans le fond, dans les interstices des temps qui se succèdent. Je m'explique. On passe notre vie à dire, sans en tirer les conséquences, que désormais, les personnes sont confrontées à une trajectoire professionnelle fractionnée. On a eu matin, midi et soir pour nous expliquer que désormais, on changera de métier plusieurs fois, l'obsolescence des compétences. Absolument. On est d'accord. Donc, on est dans cette épure-là. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Alors, on dit, il faut se former. Magnifique. Mais j'allais dire quand, en fait? Parce que... Quand je suis dans l'entreprise, je dois courir après mon bonus, j'ai une équipe, alors si je peux travailler, je peux avoir quelques jours de formation, mais je veux dire, comment on opère cette opération qui consiste à donner aux personnes la capacité de surmonter le temps qui est. Pas le temps qui passe, mais le temps qui y est déjà. Eh bien, compte tenu de ce qu'on a vu dans le fond, c'est intéressant comme laboratoire, 2020-2023, entre la grande démission pour l'interrogation, ce rapport au travail, la réflexion du confinement, etc., on a vu sur le terrain, et c'est quand même important, des gens qui ont changé de stratégie ou d'orientation d'eux-mêmes, et qui ont pris des décisions sur les concernant depuis une reconversion massive à faire autre chose, à quitter ce qu'ils faisaient ou à s'emparer d'une autre activité comme une forme de passion annexe. Enfin, on a vraiment vu des choses très nouvelles. Les slashers, il y en a quand même 6 millions en 2022. Tout ça pour dire que ce qui compte, c'est de donner la capacité aux personnes, et notamment la jeunesse, être en mesure de mesurer les impacts de leur travail, des droits qu'ils produisent, et de conserver ces droits qu'ils produisent sous une forme de portabilité de droits. Et d'ailleurs, un indice intéressant, même là, le Conseil national de la refondation, absolument, a mis en exergue le fameux compte d'épargne-temps universel. Cette idée que, dans le fond, le temps, il ne faut pas le regarder corseté dans un contrat, mais sur le temps qui passe, notamment pour Emmanuel, c'est à se tirer une balle, cette histoire. Non, et on peut le résoudre, mais il faut y penser, il faut y réfléchir. Ils y réfléchissent, alors on est au cœur du truc. Pour préciser pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, l'idée, c'est qu'effectivement, tu accumules des droits divers et variés en travaillant pour une entreprise A, et ces droits, tu pars avec dans une entreprise B. C'est-à-dire que l'entreprise B est comptable du pacte social qui avait lieu dans l'entreprise A. C'est absolument invraisemblable. C'est absolument impossible. Impossible. Oui, mais si tu poses l'équation comme ça, si en revanche tu la poses autrement, en disant, mais y aurait-il un moyen, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais il y a un moyen, donc je vais le dire autrement, il y a un moyen pour faire en sorte que l'inconvénient massif qui fait qu'on ne changera jamais peut être surmonté. Il s'agit de faire en sorte que le coût de ce temps épargné soit payé par celui qui le doit, c'est-à-dire l'employeur chez lequel, etc., pour une fois, et pour une fois, et c'est terminé. Et donc, en termes de coût, il le paye immédiatement, n'est-ce pas? Et c'est le salarié qui le garde dans son réceptacle. Dans quel réceptacle? On passe notre vie à parler du partage de la valeur. Le plan d'épargne entreprise, c'est le réceptacle naturel pour que ce versement annuel du temps épargné soit là et portable, par nature,
le salarié, la personne physique, s'en l'utilisera à l'avenir dans d'autres circonstances qui sont les siennes, celles qu'il traverse. Et ça lui fait une réserve. Tu monétarises l'ensemble des comptes épargne-temps et comptes d'ailleurs, il est monétarisé aujourd'hui. Oui, enfin, il est monétarisé au fil de l'eau, petit à petit, limité, en fonction des accords justement qui ont été passés dans l'entreprise. Oui, mais il est souvent monétarisé. Aujourd'hui, rares sont les... Je connais très peu de comptes épargne-temps qui épargnent du vrai temps, sauf dans les hypothèses de sortie. Et tu ne renforces pas la fracture entre les grandes entreprises qui ont l'ensemble de ces dispositifs, ce qui est un des sujets pour moi de la grande discussion sur le partage de la valeur. Et les petites qui ne l'ont absolument pas. Eh bien, elles vont l'avoir. Parce que c'est le meilleur moyen de susciter, pour une fois, depuis 2019, et je te fais grâce de toutes les lois successives sur le partage de la valeur, puisqu'on en parle 2 minutes, où on a voulu se placer dans une situation d'incitation, à juste titre, des dispositifs de partage de la valeur, qui là sont motivés pour j'allais dire, le millésime 2023 au pouvoir d'achat, à l'inflation, etc., comme une sorte de dérivatif utile. D'ailleurs, c'est ce à quoi sert aussi le partage de la valeur, mais ce partage de la valeur qui s'appuie sur un certain nombre de dispositifs dont on s'aperçoit quand on regarde les enquêtes que finalement les Français le connaissent, en tout cas ils le connaissent. Ouais. Maintenant comment ça fonctionne, c'est un autre débat et je dois reconnaître que c'est normal qu'ils ne connaissent pas les détails, mais un de ces outils c'est le fameux plan d'épargne entreprise qui, à la différence du plan d'épargne retraite dont on a beaucoup parlé et qui a lui une finalité inscrite sur la boîte, ce PE, on ne sait pas à quoi il sert, c'est de la réserve. Bon, c'est de la réserve de moyen terme, d'épargne. Et dans le fond, personne ne le calcule. Parce que d'abord, c'est invisibilisé. Et ensuite, on ne sait pas trop... comment dirais-je, on épargne ou pas en fonction des années où on a plutôt voulu favoriser l'épargne ou plutôt favoriser le pouvoir d'achat. Il y a eu les lois Sarkozy qui ont permis... Oui, il y a une libération assez régulière de l'ensemble de ces plans. Mais cet argent, on ne sait pas à quoi il sert. Ce réceptacle, si je lui adjoignais comme un couple adossé à celui-ci, le fameux compte épargne-temps dit à vocation universelle, le nouveau compte épargne-temps dont je parle là, en le créant donc ce lien entre eux, puisque personnellement je pourrais recueillir dans ce réceptacle qui est fait pour en fait, il n'y a aucun sujet puisqu'il existe déjà dans cette approche-là, le PE devient en quelque sorte mon vadémécum, une forme de, dans le fond, d'accompagnateur personnel qui visibilise ce que j'ai pu mettre de côté ou pas et qui montre ces... Donc de ce point de vue-là, je n'impose aucun coût, parce que sinon c'est pas la peine, autant oublier. On a parlé de la banque des temps, c'est tellement joli, mais ça n'a pas de sens. C'est trop. Non, mais à ce moment-là, tu transformes le plan d'épargne entreprise en sorte de plan d'épargne professionnel, plan d'épargne de mon activité professionnelle, peu importe l'entreprise. J'ai besoin, entre autres. Mais c'est pas ça qui va résoudre la question fondamentale que tu posais au début de cet entretien, qui est pourquoi est-ce que je travaille, pourquoi est-ce que je dois encore travailler, et quel est mon rapport à l'entreprise et au travail. Alors, c'est pas les sommes qui restent quand même très réduites sur ces plans d'épargne entreprise qui vont. Oui, mais si tu y ajoutes le partage de la valeur qu'on veut finalement rendre effectivement très incitatif, voire obligatoire. Le partage de la valeur, il faut déjà en dégager de la valeur. Absolument. Eh bien oui, mais justement, grâce à l'effort, c'est revenir à l'effort. Voilà. À quoi ça sert ? C'est véritablement, c'est susceptible en fait de marquer dans l'intellect de la personne, enfin chez la personne qui le voit, parce que ça devrait être assorti d'une appli. Parce que si tu ne le vois pas, c'est invisible. Donc si c'est dans une appli, par exemple, conforme à l'ère du temps, ça te met en situation de pouvoir avoir une vraie stratégie, et le vrai sujet, il est là, de la maîtrise de ta carrière. Parce que c'est tout l'enjeu. Dans le fond, les personnes qui tournent, qui zappent, qui sont dans une forme de j'y vais pas, etc., elles ont une partie de la réponse à leurs questions qui dépend de leurs moyens. Et les moyens, c'est la formation, le CPF, et d'autre part, le PE qui pourrait être une sorte de carrefour de ces efforts. On a parlé du temps de travail, mais il y en a plein d'autres, et qui lui permettent de bâtir davantage ses projets. Or, c'est vraiment une question centrale. Quels sont les projets des gens ? Emmanuel, on en parlait ensemble il y a quelques années. Quand tu nous apportais ton expertise au moment où on va reparler des ordonnances de 2017, etc. Et tout. Et effectivement, donc le compte personnel de formation. Oui. Grand succès. Grand succès. Ensemble, on disait c'est formidable, c'est génial, etc. Et tout. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce que nous avons fait collectivement de ce compte personnel de formation ? Tout sauf des formations professionnalisantes. Tout sauf des formations qui vont apporter davantage de productivité à l'économie française, à tel point que, et assez légitimement, l'État, après avoir abondé l'ensemble du système de 10 milliards d'euros, c'est pas n'importe quoi quand même, 10 milliards d'euros, dit on va peut-être mettre un ticket modérateur avant de vous apprendre à faire du macramé.
Et il est assez fondé à dire ça, à mon avis, l'État et l'ensemble des organismes publics qui s'occupent du truc. Donc tu comprends, on ne gère pas notre carrière comme ça. Enfin, en tout cas, là, Attends, le macramé n'est pas un objectif en soi. On est parfaitement d'accord par rapport à l'objectif qui est le nôtre, mais il n'est pas non plus... j'allais dire durable, d'imaginer que c'est l'employeur qui va me dire à moi ce que dans quoi je dois me former. Ben oui, alors d'accord. Donc on en est là. Oui, mais parce que ça, on est allé jusqu'au bout de la logique. Jusque dans les années 90, l'an 2000 et encore aujourd'hui, légalement, c'est à l'employeur d'avoir un plan de formation et te dire ce que tu vas faire en termes de plan de formation cette année et l'année prochaine. Gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Enfin, c'est un autre acronyme maintenant. Oui, mais il y a le plan de formation en plus de la GEPP. Oui, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit, mais alors si on laisse aux gens maintenant la possibilité de décider mais c'est pas mais alors, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, c'est pas une incantation, c'est ce qui s'est passé. Non, mais attends, mais c'est pas si mal que ça ce qu'a réalisé le CPF, parce qu'on a quand même des gens se sont formés à des choses peut-être plus utile que le macramé. Je pense qu'on ne peut pas le résoudre à cela. Les formations professionnalisantes ou des formations qui ont permis à des personnes de se mettre, j'allais dire, à niveau et à bord, a dû fonctionner parce qu'encore une fois, le taux de l'emploi est magnifique. Oui, donc, mais la productivité recule. Les choses ne sont pas complètement magiques. Le taux d'emploi est magnifique, mais la productivité recule. Alors, sur la productivité, il y a des tas de questions, effectivement, qui se posent sur... mais ce n'est pas ces dernières années, la productivité qui est plutôt en berne. C'est ces dernières années, quand même. Ça ne s'améliore pas, disons, il y a une accélération, ces dernières années. Voilà. Il y a une accélération et surtout une divergence par rapport au reste de l'Europe. Ça, c'est une vraie difficulté. Mais déjà, tu mets les personnes au travail qui fait partie quand même d'un état d'esprit qui permet de dire que non, les Français ne sont pas paresseux, que non, ils ne sont pas... Et oui, c'est important parce que la force, on a l'impression de dire qu'on tourne le dos. Et c'est vrai que ça, c'est fondamental. Le recul du chômage a amené, et heureusement, à faire rentrer à nouveau dans l'emploi des gens qui n'y étaient plus et qui, par définition, sont moins productifs que ceux qui y sont de manière durable. Et il y a de tout pour fonctionner. Donc il faut s'adapter. Bon, donc je prends ton idée donc d'accompagner les plan gens d'épargne dans un entreprise plan qui n'est plus un plan d'épargne entreprise. Plan d'épargne entreprise au pluriel. Oui, moi j'appelle ça un compte personnel des protections parce que dans le fond... Compte personnel des protections. Mais oui, parce que tu y adjoins le CPF, tu y adjoins ce qu'on avait inventé au titre du compte personnel d'activité qui aurait davantage d'intérêt compte tenu d'arbitrage que tu peux faire entre ces articles, si je puis dire, importants pour toi, qui tournent autour du fameux compte de pénibilité, parce que le compte ne s'appelle plus comme ça, mais c'est quand même un sujet important s'agissant... de cette population vieillissante au travail longuement. Tout à fait. Jongler entre le CPF et le compte de prévention des professionnels, c'est le nouveau nom qui a évité le C3P qui dans le temps s'appelait le compte personnel de pénibilité. Ces jonctions-là ne sont pas faites, elles sont très complexes, c'est des portails, etc. Il faut que les gens voient ce qui se passe quand ils bossent. C'est déjà important parce que quand tu vois ce que tu fais, tu peux fonder des projets. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le travail fait partie des projets que l'on a et tu ne travailles pas pour l'éternité sans impact pour toi. Je te ramène sur Terre parce que l'intersyndicale, donc ça c'est un sujet d'ailleurs intéressant, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'était un truc qui avait disparu, en fait, l'intersyndicale. L'idée que tous les syndicats, ensemble, avancent sur un agenda social, etc., ça avait complètement disparu. Certains de ces syndicats ont la volonté de le maintenir au-delà de la réforme des retraites. Et leur premier objectif, on avait vu déjà Laurent Berger là-dessus, et maintenant, on sait depuis hier qu'il est rejoint par l'ensemble des syndicats, c'est revenir sur les ordonnances. Donc, c'était les ordonnances Pénicaud, c'est ça, de 2017, et notamment... revenir sur la suppression du CHSCT et sur la création de ce comité unique avec, c'est des chiffres alors que tu vas pouvoir me confirmer, mais une division par 3 des heures de délégation entre avant 2017 et après 2017, ça dépend. Oui, c'est les chiffres que donne la SNCF notamment. Division par 3 ou 4 des heures de délégation. Oui, il y avait 5 ordonnances quand même. Ouais, mais là c'est là-dessus qu'ils sont. Mais depuis le début en réalité, donc c'est pas nouveau. Là maintenant, c'est vrai qu'ils sont en intersyndical. C'est un enjeu anecdotique ou c'est un enjeu important? Non, c'est un enjeu important parce que la réalité, c'est que là, on est en train de parler de la cartographie des représentants du personnel qui a eu pour objet, en 2017,
de fusionner un peu tout cela, fort du constat qu'on devait dupliquer, tripliquer un nombre. Absolument, oui, non, mais ça, et c'est vrai que c'est pas raconté. très conforme avec ce temps qui s'accélère, hein, on est dans une forme de rétrécissement du temps. Donc là, ce qu'ils mettent essentiellement en exergue, c'est que, dans le fond, il y a une forme de lévitation de ce comité unique, là, le CSE, qui, à force d'avoir toutes les activités ou les responsabilités, finalement se détache du terrain. Et notamment, la critique tournait autour à la fois du CHSCT, mais qui est aujourd'hui commué par un CSSCT, donc il n'existe pas dans toutes les entreprises, mais on peut le composer. Et puis, la disparition de ces délégués du personnel. Absolument, délégués du personnel. Pourquoi ? Parce que personne ne discute avec personne, et donc on se perd. Voilà, alors le thème, ça n'est pas dépourvu comment dirais-je, de pertinence, s'agissant de savoir si, dans le fond, on a bien les bons capteurs. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. On refait du vieux, là. C'est-à-dire que revenir en arrière, ça correspond à une époque, encore une fois, qui tourne autour de la figure de l'usine, en fait. Aujourd'hui, toute cette décomposition à laquelle on voudrait revenir, je ne suis pas sûre qu'elle restituerait l'image de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ça va à toute vitesse. On n'a même pas parlé de l'IA générative. Non. Maintenant, sujet supplémentaire. On n'a pas le temps. On n'avait pas le temps. Non, mais on voit bien. C'est dans un contexte qui fait que tout ça, c'est trop à l'ancienne. C'est exactement ce que tu dis. Alors que le travail est en train et l'entreprise est en train d'exploser dans tous les sens. Oui, l'entreprise en poudre. L'entreprise en poudre, si tu veux, par exemple, très bien. Enfin, après, on peut juste la dire en réseau. C'est un peu plus élégant qu'en poudre. Mais enfin, on pourrait dire réticulaire aussi. Voilà, d'accord. Enfin, en poudre, on essaye, comme tu as parfaitement raison, de la ramener dans une usine, de la ramener dans un immeuble, de la ramener dans des ascenseurs, de la ramener avec un comité d'entreprise, un CHSCT et tout ça, et une cantine. Et ça ne marchera pas. C'est peut-être pas les bons fondements, en tout cas les bons ressorts, même si la cohésion est ce qui fait qu'on a affaire à un service organisé ou pas. Or, une entreprise, c'est éminemment organisé et c'est le lieu de toutes les innovations sociales, ou innovation tout court. Donc, il faut retrouver le moyen de donner du lien et du liant entre les personnes, lesquelles personnes s'estiment uniques et entendent le faire savoir. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas réductible à l'autre. Donc, j'ai ma propre vision de moi-même en action. Je suis unique et il faut que mon unicité se fonde dans un collectif efficace. Absolument. Et donc, c'est juste retourner la proposition qui, dans le temps, faisait que tu te fondais dans une catégorie professionnelle avec une norme et, dans le fond, ce collectif s'emparait de toi. C'est radicalement différent. Emmanuel Barbara, donc, qui nous accompagnait, on reparle de tout ça dans un mois environ. Emmanuel, on fera ça avec Bertrand Martineau. On fera une émission complète sur le travail et sur la révolution du travail. Merci de nous avoir suivis. Demain, on parle immobilier, construction, logement. Et bonne soirée sur Bismart.